Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La capitale haïtienne ainsi que Pétionville ont connu ce lundi une nouvelle journée de tension. Des policiers du groupe Fantôme 509 ont semé la terreur dans plusieurs quartiers et incendié des véhicules. Parallèlement, un autre groupe de manifestants était à l'œuvre. Le président de la Fondation J'éclairé, Maître Samuel Madistin, estime que le Premier ministre Joseph Joute a porté atteinte à la démocratie en donnant satisfaction au Fantôme 509. Il n'y a pas de rareté de gasoline sur le marché local. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, qui confirme que 2 tankers transportant des produits pétroliers sont actuellement dans la rade de Port-au-Prince. Des mouvements violents ont été enregistrés à la mi-journée dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince ainsi qu'à Pétionville. Au moins 3 véhicules et l'ancien local de la mairie de Delma ont été incendiés par des manifestants en colère. Des membres du groupe Fantôme 509 étaient en première ligne des violences. Les membres de Fantôme avaient adopté une nouvelle stratégie en se déplaçant rapidement après une offensive. De plus, le centre de livraison des cartes d'identification nationale à Delma a été partiellement incendié. Des barricades, notamment de pneus, avaient été entreposées pour obstruer les principales artères. Au carrefour de l'aéroport, à la mi-journée, 2 blindés étaient visibles pour prévenir tout dérapage. La matinée s'annonçait pourtant calme et sereine ce samedi 12 septembre. Mais subitement, toute la région métropolitaine est entrée en ébullition. Dès 9h du matin, la panique s'instaure dans plusieurs zones de la capitale. Un cortège d'une grosse cinquantaine de motards défile, certains sont vêtus d'uniformes de la police, d'autres sont en civil. La grande majorité est armée et décidée à semer la pagaille sur leur passage. Delma, Nazon, Turgeau, Boisvernat et le Champ de Mars reçoivent leur visite et pas moins d'une vingtaine de véhicules immatriculés services de l'État sont incendiés sur la route. Des tirs nourris sont entendus au niveau du carrefour de l'aéroport avant que les protestataires s'engagent sur l'autoroute de Delma où des barricades sont érigées. Les propriétaires des entreprises sont contraints de fermer leurs portes et les simples citoyens qui tombent sur cette troupe n'ont d'autre solution que de s'abriter comme ils le peuvent. À l'origine, les policiers protestataires et ceux qui les accompagnent réclament la libération de 5 policiers chargés de surveiller la résidence du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval. Des revendications qui sont rapidement satisfaites car à la mi-journée, le commissaire du gouvernement signe leur exéquatur. Exactement là, la guerre libérée, là, on est dans une chaîne masse, n'a passé. Mais cela ne suffit pas aux protestataires qui exigent également, avant de disparaître, la libération de l'agent de la BLTS, Jean-Pascal Alexandre, arrêté le 8 mai dernier. Incendie, des tirs en cascade, blocage de route, menaces, la capitale a connu une journée de tension en plein week-end. Qui plus est, une annexe de l'ONI située à Bourdon a fait les frais de la colère des 509 fantômes selon les constats. Et ces événements ont eu encore une résonance ce lundi. Ce 14 septembre au matin, des notes vocales devenues virales sur les réseaux sociaux faisaient état de menaces qui planaient sur cette nouvelle journée. Tenant compte des démonstrations violentes enregistrées dans les établissements scolaires au cours de la semaine écoulée, certaines écoles ont décidé de garder leurs portes fermées. Désormais, ce type de mouvement de protestation surprise est devenu monnaie courante à la capitale. Si pour certains, la surprise est mauvaise, la réalité laisse comprendre que les auteurs ont tout planifié. Combien de temps ce climat d'inquiétude et d'incertitude durera, nul ne sait. Par contre, comme à l'accoutumée, les grands perdants sont les simples citoyens, les petits commerçants, les chauffeurs de taxi et les écoliers.
Les activités économiques étaient fortement perturbées ce lundi 14 septembre dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et à Pétionville. Des manifestations violentes et des barricades de pneus enflammés ont provoqué un net ralentissement des activités commerciales ainsi que du transport en commun. À Delma, des groupes de manifestants ont contraint des petits détaillants à fermer leurs négoces. Des individus à moto transportant de l'essence et des pneus pour consolider les barricades. Le bas de Delma était particulièrement en effervescence. Les manifestants s'évertuaient à obstruer les principales artères. Des entreprises et des résidences privées à Delma 40 étaient la cible de jets de pierre. Les rues étaient désertes dans plusieurs quartiers. À Pétionville, un calme précaire était revenu juste après la mi-journée. Les autorités policières avaient renforcé le dispositif sécuritaire dans la région métropolitaine. Des patrouilles d'autres régions étaient visibles à Delma et à Pétionville. Dans le secteur éducatif, les étudiants de la faculté de droit avaient bloqué l'une des artères du Champ de Mars dans le cadre de leur mouvement de protestation. Plusieurs établissements scolaires avaient renvoyé les élèves, des parents apeurés, s'étaient précipités dans les écoles pour récupérer leur progéniture. Journée de forte tension et de violence ce lundi 14 septembre dans différents quartiers de Port-au-Prince et de Pétionville. Nos reporters étaient dans les rues. Deux d'entre eux sont avec nous ce soir sur le plateau de Metro News pour nous faire un compte-rendu de ce qui s'est passé dans ces différents quartiers aujourd'hui et surtout de ce à quoi il faut s'attendre pour demain. Bonsoir Marvin Spierre, bonsoir Jean-Jules Desauguste. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Bonsoir Serge Klein, bonsoir Jean-Jules Desauguste. C'est un plaisir d'être là ce soir. Bonsoir Serge Klein, bonsoir Marvin Spierre, bonsoir à tous et à toutes. Bon, donc messieurs, vous étiez parmi les reporters qui ont sillonné les rues de Port-au-Prince et de Pétionville aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous faire un petit compte-rendu de ce que vous avez vu et de comment ça s'est passé ? Bon, effectivement, c'était un mouvement qui a été annoncé, puisque samedi dernier, il y avait un mouvement de protestation. Des policiers réclamaient la libération de 5 agents de l'UDMO. Exact. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas voulu gagner les rues, ou encore beaucoup de personnes n'ont pas voulu se rendre dans les rues pour vaquer à leur occupation. Mais il y avait quelques personnes qui étaient dans les rues comme d'habitude, mais aux environs de 11 heures, eh bien, on allait remarquer un mouvement de protestation signé Fantôme 509, ce groupe de policiers ou d'anciens policiers selon certains, eh bien, qui continue de réclamer, ce n'est plus la libération des 5 agents de l'UDMO, mais parce plutôt... qu'ils les ont obtenus, ils ont obtenu cette libération. Évidemment, mais plutôt celle de Jean-Pascal Alexandre, un ancien agent de la BLTS qui est en prison depuis mai 2020. Évidemment, on peut dire que Fantôme 509 a tenu promesse parce que c'était annoncé, comme l'avait dit Marvin Spierre, samedi suite à la libération des 5 agents de l'UDMO arrêtés dans l'affaire d'Orval, on s'en souvient. Et ces 5 agents de l'UDMO-là étaient ceux-là qui étaient sur poste, sur place, au moment où la maison du feu le bâtonnier, maître Montferrier d'Orval, a été vandalisée suite à son assassinat. Donc, est-ce que quelque part, cette promesse-là qui a été tenue va conduire à ce que les membres du groupe Fantôme 509 arrivent également jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on appelle arriver jusqu'au bout? Parce qu'après la journée du lundi, où beaucoup de coins, ou plusieurs coins et recoins de la capitale se réveillaient, se sont vus, faisaient face à des actes de vandalisme où des véhicules ont été incendiés, où l'on voyait des pneus enflammés un peu partout à travers ces zones-là. Si l'on peut faire référence au bas de Delma et à la zone de Nazon, et sur la route de Bourdon aussi, et voir dans la zone de Canapé Vert, de Juvénat, où certains manifestants ont fait leur passage. Donc c'est pour vous dire que, quelque part, cette promesse qui a été tenue
peut être un signe avant-coureur pour craindre le pire dans le cadre de ces mouvements annoncés par les membres de Fantôme 509 qui surtout donnent un ultimatum au gouvernement, notamment, on va 8 heures pour répondre à leur exigence. Dans un petit moment, la déclaration du porte-parole des fantômes, celui qui était complètement masqué en noir, était vraiment d'une violence extrême, enfin, appelant tous les gens qui avaient des armes de tout calibre de le rejoindre armé et sachant qu'ils allaient, il a même annoncé quel serait le programme. On commence au pont, on va ensuite au pénitencier, libérer le fameux type, puis de là, ils parlent pour Normil, de chez Normil, ils vont au Palais National, et s'ils ne trouvent pas Jovenel au Palais National, ils vont monter à Pèlerin. Cette déclaration était sans ambiguïté, était d'une extrême violence, ce qui explique sans doute ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que le réveil ce matin était très timide. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans les rues, et en effet, c'est aux environs de 11 heures que ça commençait à chauffer énormément. Mais l'impression que j'ai eue, car j'étais aussi dans les rues, non pas en reportage, mais pour mes affaires personnelles, l'impression qu'on avait dans la rue, c'est que c'était plus des escarmouches qui éclataient à gauche, à droite, et rapidement ils partaient, ils lançaient un autre mouvement un peu plus loin. C'était pas un rouleau compresseur. Hein, exactement, c'était l'impression que vous avez eue aussi. On peut dire que c'est le mode opératoire des Fantômes 509. C'est ça. Donc, d'un endroit à l'autre, ils créent la panique et ils s'en vont. Donc, c'était pratiquement de cette façon. Il opérait ce matin. Un coup à Delma, un autre à Pétionville, un autre à Bourdon. C'était pratiquement ça. Et ce qui a créé réellement de la confusion ce matin, c'était après avoir constaté, on ne sait pas qui l'avait fait, mais on a remarqué, on a constaté le centre de réception et de livraison de documents d'identité, eh bien, après l'avoir vu incendier, eh bien, il y avait un autre groupe qui se formait au carrefour de l'aéroport. Alors qu'on disait, ou encore qu'on avait fait remarquer, qu'un autre groupe se trouvait à Bourdon. Donc c'était vraiment la confusion. Effectivement, donc les policiers qui étaient là pour tenter de conjurer le danger, eh bien, ils n'avaient pas vraiment... ils ne savaient pas quoi faire, puisque dans un instant, on leur disait que bon, c'était Adelma. Ensuite, on signale quelque chose à la lutte. Oui, donc c'était difficile. C'était une véritable guerre de guérilla. Exactement. Des petits mouvements disparates de part et d'autre, donc on avait remarqué. Mais ce qui était devenu plutôt dangereux, c'était aux environs de midi et demi, il y avait un groupe de manifestants. À ce moment-là, ce n'était pas vraiment des policiers qui se trouvaient au niveau du groupe Fantôme 509, mais c'était des membres de la population, des gens qui se disent militants, eh bien, qui faisaient un mouvement. Eh bien, ils réclamaient autre chose que la libération de Pascal. Donc, il y en a qui parlaient de justice pour Maître Dorval. Il y en avait d'autres qui parlaient aussi de Petro-Caribé. Et nombreux d'entre eux étaient là pour exiger également le départ du président de la République. Donc c'était à partir de ce moment, ils ont commencé ce mouvement, mais avec beaucoup de violence. Ils ont lancé des pierres sur des maisons de commerce et à partir du carrefour de l'aéroport. Et ils ont continué ce mouvement jusqu'à Delma 40B, mais des deux côtés de la route, ils n'ont pas négligé ou encore ils ont affiché un comportement très très violent, donc jusqu'à 40B où ils avaient pris un peu de temps. Entre-temps, il y avait des tirs, on avait entendu des détonations, mais ils n'ont pas pu aller ou encore ils n'ont pas pu se rendre à Pétionville comme faisaient beaucoup de groupes lorsqu'il y avait de manifestations, mais ils ont dû bifurquer par Delma 40B pour se rendre à Bourdon afin de se rendre au centre-ville de Port-au-Prince pour là où tout allait chambarder. En effet, plusieurs correspondants
à différents moments, ont signalé qu'ils entendaient beaucoup de tirs. Mais est-ce que vous avez entendu parler de victimes aujourd'hui? Non, je n'ai pas entendu parler de victimes, seulement j'ai entendu, moi également, moi, personnellement, j'ai entendu des tirs. Et ce n'était pas trop loin de là où j'étais. Donc, notamment à Delma 40B, il y avait des tirs. Au niveau de la LU, il y en avait également. Mais on ne pouvait pas dire qu'il y avait des victimes puisque les gens qui manifestaient à côté des policiers étaient on ne peut tous... pas savoir si voilà, on ne sait pas pour le moment. On a vu des gens qui s'amusaient à vider leur chargeur voilà. en l'air. Bon, alors maintenant, ça c'est pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Venons-en maintenant à ce à quoi il faut s'attendre demain. Alors, qui est-ce qui va nous dire un mot de cet ultimatum? Compte tenu de cette première promesse qui a été tenue, comme je l'avais dit au début, il faudrait s'attendre au pire. Parce que samedi dernier, c'est comme on le dit, une petite victoire amène à une grande victoire. Peut-être où les petites victoires construisent les grandes victoires. Les membres de Fantôme 509 ont pris les rues, ont incendié des véhicules pour exiger la libération des 5 agents de l'UDMO appréhendés ou incarcérés dans le cadre de l'enquête, d'une part. Et de l'autre, ils ont vu que leur demande a été agréée. Oui. Et aujourd'hui, ils ont fait la promesse qu'à partir de 8 heures, si l'on prend la journée du lundi, et il était 11 heures, lorsque le porte-parole de Fantôme 509 a fait cette déclaration, il disait donner 8 heures d'horloge au gouvernement de réagir à partir de leur demande. Ils ont dit, nous donnons jusqu'à 8 heures ce soir. Jusqu'à 8 heures du soir. Donc, c'est ça maintenant, qu'il faut retenir. En ce sens-là, on peut s'attendre au pire pour mardi, par exemple, ou pour lundi soir. Et ils se réunissent autour d'un mouvement qui s'appelle Champrel. Le Fantôme 509 se donne, ou bien donne un autre nom à ce mouvement. Oui, Champrel. Champrel, parce qu'ils opèrent les soirs, ils opèrent la nuit. Et ils l'ont même dit, c'est peut-être, les journalistes ne seront pas présents lorsqu'ils auront à opérer, mais ils feront leur action quand même, ils passeront à l'action et ils demanderont, ils exigeront à ce que les membres du gouvernement, les autorités judiciaires, libèrent leurs collègues, Jean-Pascal, Alexandre, incarcérés depuis plus de 8 mois, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et ils ont même fait cela en référence à ces 8 mois, et c'est pourquoi chaque fois qu'ils parlent de 8 heures. Samedi, ils ont parlé de 8 heures, et lundi, ils parlent de 8 heures encore, et ils donnent jusqu'à 8 heures du soir pour ce lundi, donc pour que les autorités arrivent à assouvir leurs besoins, question de libérer Jean-Pascal Alexandre, incarcéré il y a en d'autres termes, suivant cette déclaration, on peut s'attendre à ce que il y ait du grabuge ce soir à partir de 8 heures, si on les prend au mot. Et on peut même en être sûr, puisque, comme d'habitude, quand les gens qui font partie de Fantôme 609 sont dans les rues, eh bien, on peut constater le nombre de dégâts qu'ils commettent. Donc, au grand jour, ils n'ont pas peur d'incendier des véhicules, d'attaquer les gens. Eh bien, en pleine nuit, on ne sait même pas ce qui pourrait se passer ou ce qui pourra se passer. Ensuite... Oui, la phrase qu'ils ont utilisée en parlant de la nuit qui va commencer dans quelques temps, là, c'est « n'a pas chez la caillou ». Exactement. Et dernièrement, samedi dernier, ils ont dit qu'à partir de cette semaine, eh bien, des bureaux de l'État sont dans leur viseur, des véhicules également, mais il peut y avoir des morts. Des morts d'hommes, surtout. Donc, en prononçant cette phrase, eh bien, on peut dire qu'on peut attendre le pire dans les jours à venir. Donc, si la police n'arrive pas à contrôler la situation ou s'il n'arrive pas à avoir gain de cause. Donc, est-ce à dire, Marvin Spierre, que ce que nous avons vu samedi dernier et ce que nous avons vu aujourd'hui, lundi, c'est trois quêtes là, chat et lapis devant? Évidemment, ils ont déjà essayé. On se souvient de la démonstration qu'ils ont faite chez le Premier ministre, à la résidence officielle. Donc, ils ont voulu pénétrer l'enceinte du bâtiment. Donc, c'était moins une, on pourrait le dire comme ça. Donc, si aujourd'hui, ils ont envie de refaire la même chose, de reproduire, de rééditer l'histoire, eh bien, on ne peut pas dire que les autres agents qui sont là pourront empêcher ces actions. Donc, pour le moment, on peut dire qu'il faut craindre le pire. Le pire est à venir. Donc, on n'est pas un prophète de malheur, mais quand même, si l'on se réfère
au mouvement les précédents, eh bien, on peut dire que les membres du groupe 509 Fantôme, eh bien, ils sont capables de beaucoup de choses. Et ce que peut-être j'aimerais dire pour terminer, c'est qu'ils gagnent en confiance. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'ils sortent, qu'ils prennent les rues, ils font des actions et rien n'arrive presque. Puisque à chaque fois, ils ont la chance d'arriver à bout dans leur mission, dans leur objectif. Et est-ce que c'est parce qu'ils leur donnent cette assurance pour qu'ils continuent leur mouvement et exiger encore. Et comme nous l'avons dit, le pire est à venir si l'on fait référence aux dernières déclarations faites par les membres du groupe Fantôme 509 qui déjà sont passés à l'action pour agir ce à quoi convenablement. On peut s'attendre au vu des déclarations de ce qui s'est déjà passé. Moi, pour terminer, je dirais que ce qui m'inquiète tout autant que les déclarations du groupe Fantôme 509, c'est le silence des autorités. Jusqu'à maintenant, je sais que différents membres de métropole ont essayé de joindre plusieurs responsables et la réponse a toujours été la même. Nous sommes en réunion, mais il n'y a encore eu aucune déclaration. On ne sait pas. On n'a aucune idée de ce que les autorités ont prévu comme réponse à ces mouvements et personnellement, ça m'inquiète tout autant que les mouvements eux-mêmes. Bon, c'est inquiétant, mais on peut dire que le dossier concernant Pascal, ce n'est pas un dossier léger. Parce que c'est un type qui est accusé d'assassinat, d'incendie criminel, de destruction de biens publics et même atteinte à la sûreté de l'État. Donc, quand même, il y a deux voies possibles, mais on ne peut pas dire que ce sont les bonnes. D'abord, les autorités peuvent céder à leur demande, comme ils l'ont fait pour les 5 autres. Ce qui va créer un mauvais précédent. Bien sûr. L'autre chose, on peut dire que les autorités peuvent ne pas céder, et là, on ne peut même pas imaginer quelle sera leur réaction par rapport à ce que veulent faire les autorités. Bon, il y a quand même une différence entre les 5 agents de l'UDMO et ceux dénommés Pascal, c'est que la faute des 5 agents était avérée. Vous aviez la garde de la résidence de Maître Dorval, vous avez abandonné votre poste. Dans tous les pays du monde, ça s'appelle un abandon de poste, et cet abandon de poste, je ne dis pas que la conséquence directe a été l'assassinat de Maître Dorval, mais les deux choses sont concomitantes et donc ça, leur culpabilité est avérée. Alors que dans le cas de Pascal, si j'ai bien compris, il n'est encore qu'un présumé coupable. Il n'a pas encore été jugé. Non. Très bien. Voilà. Eh bien, messieurs, merci. Merci d'abord de vous être exposés toute la journée dans les rues. Je sais que vous avez avalé beaucoup de kilomètres. Ce sont les risques du métier. Ce sont les risques du métier, bien sûr, mais ça n'empêche quand même que vous avez droit à des remerciements pour votre travail. Merci. Il ne nous reste plus qu'à espérer que demain ne sera pas pire, au contraire, et que les autorités viendront avec des solutions pour calmer et pour rassurer l'ensemble de la population. Haïti paie aujourd'hui le fait que les policiers aient été autorisés à se syndiquer sans que des limites claires aient été posées, estime Maître Samuel Madistin. Le président de la Fondation J'éclairé pense en outre que le Premier ministre a désavoué la justice en lui donnant tort face aux policiers protestataires qui réclamaient la libération de 5 agents de l'UDMO transférés au pénitencier national pour avoir abandonné la surveillance de la résidence de Maître Montferrier d'Orval. Désormais, bloquer la rue, incendier des véhicules ou tirer sur le bureau d'un juge va devenir un recours courant pour faire plier la justice. Selon Maître Madistin, en procédant à la libération des policiers, le Premier ministre Joseph Joute vient de porter un coup à l'état de droit et à la démocratie en Haïti. Suivez ses explications. Pas de secret dans ce pour-là. Ce n'est pas dans le premier pays qu'il y a fait syndicat dans la police. Ce n'est pas dans le premier pays que la police a réuni pour défendre le droit. Le monde qui a réfléchi dans tous les pays du monde, qui a mis des restrictions, des barrières, parce qu'il y a trait au mouvement
à la liberté d'action des corps armés, c'est l'expérience qui va. Donc, même si la police n'est jeune, mais le pays n'est pas jeune. Il y a des gens qui réfléchissent, des gens qui connaissent que de tout corps armé, ce qui fait sa force, c'est le respect de la loi. Nous avons l'État que la police est instituée comme auxiliaire de la justice. L'inspection générale de la police, son événement passé, tendait des policiers. Ils mettaient en isolement. Si ils font faute administrative, après tant isolement enquête a fini, ils ont une sanction disciplinaire, ils vont la caille. Mais si ils transfèrent dossier et policiers en état au parquet à la justice, c'est parce que l'inspection générale pointait du doigt une faute pénale. Nous avons un rapport inspection générale de la police là qui dit que c'est faute administrative là. Premièrement, nous avons sous qui base pour inspection générale là, transférer les policiers dans le parquet, si dans le cas d'enquête là, à ce moment-là, il faut sanctionner l'inspecteur général en chef là, parce que si les policiers sont dans le parquet, c'est ou bien aller en état de mandat d'amener son mandat commissaire à y mettre contre eux, ou bien c'est l'inspection générale là, qui après enquête li, ou est nécessité pour le transférer en état au parquet. Si l'inspecteur général là dit que il n'y a pas de mandat d'amener, il n'y a pas de gain, un rapport qui aboutit à une faute pénale, comment les policiers fait transférer dans le parquet. C'est ça nous pose comme interrogation. Il nous dit, dans notre nom, il y a un ensemble d'éléments troublants qui entourent ce dossier. Il y a une bonne question qui est sans réponse. Le principe là, c'est que si les policiers sont en isolement, ils ne vont pas quitter l'isolement pour aller dans le parquet, ce rapport va finir, non? Si ça fait pas l'inspection générale, non? Les policiers sont placés en isolement. Qui j'ai fait arriver dans le parquet? Si pendant un isolement, l'enquête là pour finir, ou bien rapport à pourquoi je veux un commissaire gouvernement. Qu'on y a, c'est rapport à jouer un commissaire gouvernement qualificatif qui donne pour un rapport à ce commissaire à pas possible. Maintenant, mais il faut rapport à jouer un commissaire. Est-ce que le rapport ou est-ce que le copie rapport ou analyser ça ou écrit? Ça ou dit, est-ce qu'on va procès verbal d'audition policier dans l'inspection générale fait le baou pour analyser? Parce que quand tout le monde qui a parlé dans les derniers jours, ça, il a parlé plus par la peur ou par la hystérie, au lieu de dire la vérité. L'Association nationale des médias haïtiens condamne avec force les menaces et les tentatives d'intimidation dirigées contre Radio-Télé Caraïbes. Selon l'ANMH, la Constitution et les lois de la République garantissent la liberté de la presse et la liberté d'expression, qui sont deux fondamentaux qui alimentent le pluralisme idéologique qui en découle. La NMH monte la garde autour de Radio-Télévision Caraïbes pour que le pluralisme des idées continue de permettre aux citoyennes et aux citoyens de s'exprimer en toute liberté et faire échec à tous ceux, d'où qu'ils viennent, qui prétendent nous faire peur et nous faire revenir en arrière. Haïti n'a qu'un seul choix, regarder en avant avec confiance en rejetant sans appel les vieux démons autoritaires qui n'ont généré que souffrance, misère, répression, sous-développement et désespoir. Le directeur général du BMPAD confirme qu'il n'y a pas de rareté de gasoline sur le marché local. Joint au téléphone par Radio Métropole ce lundi, Ignace Saint-Fleur a fait savoir qu'il existe 161 000 barils de diesel et plus de 27 000 barils en stock. De plus, durant le week-end écoulé, 2 tankers transportant des produits pétroliers sont arrivés dans la rade de Port-au-Prince avec une importante quantité pouvant tenir jusqu'au début du mois d'octobre, a précisé le responsable. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine dans le calme, si possible. Et à la prochaine. Même heure, même chaîne.